Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2023 et je voudrais vous parler d'un sujet qui est resté totalement caché par l'ensemble des médias français alors qu'il est pourtant de la plus grande importance. C'est un sujet technique, c'est un sujet qui vient de l'Union européenne et il s'agit de la publication annuelle du rapport de la Commission européenne sur les GOPE, grandes orientations des politiques économiques, et qui est fixée chaque année par la Commission européenne pour les États membres. Et il s'agit de la publication du rapport des GOPE pour la France qui a eu lieu voici 2 jours. Alors, je vous en parle, personne jamais ne vous en parle, je vous en ai déjà parlé, je me flatte même d'avoir été le premier et le seul, je crois, candidat à l'élection présidentielle, c'était en 2017, à avoir parlé de ces grandes orientations de politiques économiques, puisque j'explique que ces décisions, en fait, sont prises par la Commission européenne et elles s'imposent aux États membres. Elles fixent aux États membres ce que doit être pour l'année en cours, l'année suivante, les années ultérieures, parce que ça se cumule d'année en année, quelles doivent être les politiques économiques des États membres. Alors, c'est un sujet un petit peu aride, un petit peu compliqué, mais je vous demande vraiment de faire attention à ce que je vais dire, parce que c'est extrêmement, extrêmement important et capital pour comprendre ce qui se passe en France. C'est quoi l'origine ? L'origine, c'est un article qui était l'article 99 du traité de Maastricht et qui, dans le cadre des réformes des traités, des nouveaux traités, aujourd'hui, il y a 2 traités. Il y a le traité de l'Union européenne, le TUE, que j'appelle le TU, et il y a le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, que j'appelle de façon amusante, enfin je sais pas si c'est très amusant d'ailleurs, le TFU. À l'intérieur de ce TFUE, il y a donc un article qui est désormais l'article 121 et qui explique ce que sont ces grandes orientations des politiques économiques et le pourquoi du comment. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui me reprochent de parler des traités, de parler des articles des traités, que tout ça est très compliqué, bien sûr, bien sûr. Mais c'est comme si vous allez voir un médecin, par exemple, ou que vous avez un spécialiste parce que vous avez, je sais pas, un problème au rein, un problème au cœur, un problème où vous avez de l'arthrite, de l'arthrose, je sais pas quoi. Et c'est quand même important d'aller voir un spécialiste et qui vous fasse le bon diagnostic et qui vous explique ce qui se passe. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne explique pourquoi la Commission européenne, après avoir consulté le Conseil européen notamment, pourquoi elle édicte ces grandes orientations des politiques économiques. Regardez avec moi cet article 121 et qui dit très exactement « Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil européen. » Pourquoi un sujet d'intérêt commun ? Parce que l'idée qui se cache derrière, c'est qu'il faut avoir une convergence des politiques économiques au niveau européen et tout spécialement au niveau de la zone euro pour permettre à la monnaie européenne de rester viable. C'est l'un des très grands secrets de l'euro. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer très souvent. L'euro n'est pas une monnaie unique, c'est-à-dire que pour que ce soit une monnaie unique, il faudrait qu'il y ait une banque centrale unique et une parfaite solidarité entre les États membres utilisant la même monnaie. L'euro est une monnaie commune, c'est-à-dire que chaque État a gardé sa monnaie nationale, mais que chaque monnaie nationale s'appelle l'euro, et qu'il y a donc des évolutions divergentes, en fait, entre les balances des paiements courants entre les pays de la zone euro. Chacun a gardé sa banque centrale. Et donc, pour éviter ces divergences croissantes qui sont d'ailleurs retracées dans ce que l'on appelle Target 2, c'est-à-dire ces évolutions absolument dramatiques, j'en ai déjà parlé souvent, et qui montrent que l'édifice n'est pas viable, eh bien pour essayer de rassembler, de rapprocher les pays et les évolutions des monnaies à l'intérieur de la zone euro, eh bien on estime qu'il faut qu'il y ait une convergence des politiques économiques. Ça, c'est l'argument officiel. Il y a un argument caché, un argument officieux,
c'est que par ailleurs, l'ensemble de la construction européenne est en fait mis à disposition, mis à discrétion des grandes fortunes, des grandes oligarchies du monde occidental, du monde euro-atlantiste. Il se cache derrière les grands fonds de pension, notamment américains, qui gèrent des milliers de milliards de dollars. Il y a également des très grandes entreprises qui sont derrière. Et donc, il y a à l'affût des intérêts financiers absolument géants qui essayent de mettre la main soit sur notre patrimoine public, par exemple pour le privatiser, soit sur nos retraites, soit... voilà. D'où d'ailleurs ces nécessités qui sont édictées régulièrement par la Commission européenne dans le cadre des grandes orientations des politiques économiques, de privatiser les services publics, de réformer les retraites, en fait, de privatiser les retraites pour que ce soit vendu, en fait, aux multimilliardaires qui guignent ça. C'est tout le problème que nous vivons actuellement. Mais c'est présenté de façon fallacieuse comme la nécessité d'avoir une convergence des politiques économiques. Donc ça, c'est l'alinéa 1 de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mais si on poursuit la lecture, vous verrez qu'il est question, dans l'alinéa 2, le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen. Ce qu'on appelle le Conseil, c'est le Conseil notamment des ministres des Finances. Les conseils, il peut y avoir un conseiller des ministres de l'Industrie, un conseil des ministres des Affaires étrangères, un conseil, là, en l'espèce, des ministres des Finances, et fait rapport au Conseil européen. Le Conseil européen, c'est le groupement des chefs d'État et gouvernement, c'est-à-dire les chefs d'exécutifs des 27 pays membres. Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement de sa recommandation. Alors vous voyez que formellement c'est pris par le Conseil européen, mais en réalité le Conseil européen, moi j'ai participé une fois où à la préparation d'un Conseil européen, c'était à l'Élysée, en fait... Bon, l'Élysée supervise ça, mais tout est déjà ficelé auparavant. Et donc, il ne fait que apporter sa signature dans une réunion devant les caméras pour faire comme si c'était les chefs d'État et de gouvernement. Non, en fait, qui est derrière ? Derrière, c'est même pas les conseils des ministres des Finances, c'est en fait la Commission européenne. C'est dans l'article 3... Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2. Pour les besoins de cette surveillance, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique. Donc on voit bien, c'est assez compliqué, je vous avais prévenu, c'était rasoir. C'est rasoir, mais c'est fondamental si vous voulez vraiment bien comprendre ce qui se passe, que dans toute cette comitologie, ces différents comités, Conseil européen, Commission, Parlement, le Parlement européen, bon, il est marginalisé. On l'informe simplement, mais il n'a pas vraiment son mot à dire. En fait, celui qui a le plus de pouvoir dans tout ça, c'est celui qui élabore les décisions, c'est la Commission européenne. Vous avez vu d'ailleurs qu'il n'est pas question de décision, mais de recommandation. J'insiste sur le fait que nous avons affaire à une langue de bois, comme il y avait la langue de bois soviétique, il y a la langue de bois européiste, c'est-à-dire un texte qu'il faut savoir interpréter. Une recommandation dans le vocabulaire des institutions européennes, ce n'est pas un conseil d'amis, c'est une obligation de faire. Une obligation de faire soit tout de suite, soit une obligation de faire sur le temps. Parce que comme il s'agit d'orientation de politiques économiques, on sait bien qu'en matière économique, quand on prend une décision, on ne peut pas la prendre à tout instant. Il y a des impondérables, il y a des oppositions politiques, par exemple. Quand on prend une décision, ça se prend souvent, ça s'échelonne. Par exemple, la privatisation d'EDF, la privatisation des télécommunications, ça s'est échelonné sur des années. Et c'est bien le fruit, justement, de ces rapports des grandes orientations des politiques économiques. De même, d'ailleurs,
que sur les retraites, on y reviendra tout à l'heure, puisque c'est année après année que la Commission européenne, par l'intermédiaire de ce rapport des Gopé, a demandé à la France notamment de réformer son système de retraite. Alors d'ailleurs, c'est tellement la preuve qu'il s'agit non pas de recommandations au sens d'un vague conseil d'amis, mais d'obligations de faire, c'est que tout ceci est suivi de près, et ce qui est suivi, ce sont les conséquences. C'est l'article 4, l'alinéa 4, de cet article. Lorsqu'il est constaté que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2, ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire qu'elles risquent de compromettre le fonctionnement de l'euro, la Commission européenne peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ces recommandations. Donc ça veut dire que le Conseil est obligé de lancer un avertissement auprès d'un État membre en disant « Attention, là, vous ne suivez pas les grandes orientations des politiques économiques ». Ça, c'était dans le traité, c'est dans le traité actuel, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est en fait la reprise du traité de Maastricht. Et donc certains esprits disent « Oui, mais vous exagérez, même si les États lancent comme ça un avertissement, nous, si on n'en tient pas compte, ils peuvent aller se faire voir, c'est pas grave. Nous, on leur fait un bras d'honneur. » Ça, c'est la version Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon qui consiste à dire « Nous, tout ça, on s'en fiche comme d'une guigne. » Sauf que ces gens qui vous disent ça vous mentent. Vous le savez bien qu'ils vous mentent. Ça fait 16 ans que je vous explique qu'ils vous mentent. Je vais leur expliquer une nouvelle fois pourquoi est-ce qu'ils vous mentent. Parce que c'est pas un jeu. On est dans des traités internationaux. Et donc il y a, d'après les traités, une obligation de faire. Et il y a, je viens de le dire, des avertissements. Mais il y a plus. Il s'est passé ultérieurement à ce traité un accord qui a été signé dans les années 2011-2012, qui a été ce que l'on appelle l'accord de Six-Pack. C'est-à-dire, c'est un mot d'anglais, ça veut dire quoi? Pour schématiser, pour simplifier, ça veut dire que si un État durablement ne tient pas compte des grandes orientations des politiques économiques, il peut faire l'objet d'une amende qui lui est imposée par la Commission européenne, et cette amende peut être de 0,1, 0,2 et même de 0,5% si on découvre des fraudes du produit intérieur brut de l'État concerné. Je répète, si un État ne respecte pas pendant plusieurs années les grandes orientations des politiques économiques, c'est-à-dire refuse de mettre en œuvre ce qui est imposé par la Commission européenne sous forme de recommandations, en fait ce sont des ordres, je le répète, l'État peut faire l'objet d'une amende qui va de 0,1 à 0,5% du PIB, 0,1, 0,2 ou 0,5 selon les cas. Alors pour prendre un exemple, l'exemple que je prends avec vous, ça va être l'exemple de la France. Le produit intérieur brut de la France aujourd'hui est de l'ordre de 2800 milliards d'euros par an. Donc une amende de 0,1% de 2800 milliards d'euros, ça fait 2 milliards 800 millions. 2 milliards 800 millions d'euros. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et si, ça c'est pour 0,1% d'amende, mais dans le pire des cas, 0,5% d'amende, ça fait 14 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous encourons une amende, si on découvre qu'il y a eu des fraudes en plus, de 14 milliards d'euros, c'est-à-dire nettement supérieur au déficit des retraites dont on nous bassine depuis des mois et des mois. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule pour que vous ayez l'esprit bien clair. Ce dont je vous parle là, ce ne sont pas des vaticinations d'énarques qui seraient trop à cheval sur les textes, etc. Ça, c'est ce que vous disent
les gens du RN, les gens de la NUPES, de LFI, etc., pour vous enfumer, en fait. Pour vous faire croire que ce qu'ils proposent, eux, c'est-à-dire de rester dans l'Union européenne, dans l'euro, tout en ne respectant absolument pas, si tout ça était possible. Non, non. Et il est bien évident que ça a été prévu pour imposer au gouvernement de respecter les grandes orientations des politiques économiques. Alors, c'est parce que j'ai tenu ce raisonnement en 2017 que j'avais, lors d'une de toutes dernières apparitions à la télévision française, je crois que c'était même la dernière lors de cette campagne de 2017, j'avais été reçu par David Pujadas et par Léa Salamé, qui avaient reçu les 11 candidats les uns à la suite des autres pendant 15 minutes, et pour qu'ils puissent dire qu'est-ce que, en fait, quels étaient leurs derniers mots à dire, qu'est-ce qu'ils avaient à dire pour essayer de convaincre l'avis du peuple français. Alors évidemment, tous les autres candidats, il avait été demandé aussi de venir avec un objet. Moi, j'étais venu avec le symbole de notre mouvement politique, de l'UPR, c'est-à-dire un rameau d'olivier qui est à la fois symbole de paix, de prospérité, de bonheur, de bien-être, mais aussi le rameau d'olivier, c'est celui qui figure sur la pièce de 1 franc, c'est-à-dire que le message symbolique que j'apportais, c'était notre volonté de sortir de l'euro. Pourquoi sortir de l'euro? Pas par nostalgie, pas par xénophobie, ringarder, non. Tout simplement pour échapper à ces contraintes de convergence des politiques économiques qui, en fait, ligotent et nous imposent tout ce que ne veulent pas les Français. La privatisation des services publics, la privatisation des retraites, les réformes ci, les réformes ça, tout ce que les Français ne veulent pas. J'avais donc présenté ça et j'avais dit, rappelez-vous, mais on va vous le montrer là dans l'extrait que vous allez voir, un extrait commenté. J'avais les derniers propos que j'avais dit, en brandissant le rameau d'olivier, puisqu'il fallait montrer quel était l'objet avec lequel nous étions venus. J'avais dit à David Pujadas et à Léa Salamé, et derrière eux à des millions de téléspectateurs, eh bien j'avais dit, si je ne suis pas élu, quel que soit l'autre candidat, il sera obligé d'appliquer le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui était sorti en 2016 ou même 2017, et donc il sera obligé de réformer les retraites, démolir les services publics, etc., etc. J'avais dit ça. Et vous allez voir dans l'extrait, et à la fin j'avais dit, moi je suis le seul à vouloir en sortir, et donc j'avais proposé de déchirer, j'avais déchiré devant les caméras ça. Alors je vais vous proposer de visionner ensemble cette intervention, qui a donc 6 ans d'âge, et je vous propose non pas uniquement l'extrait qui avait été celui de mon passage, mais c'est un extrait qui a été commenté, fait par un de nos adhérents, qui avait fait ça dans quelques mois après, 1 an après, et il avait montré que tous les événements qui avaient suivi l'élection de Macron, 2 mois, 3 mois, 6 mois après, avaient exactement confirmé ce que j'avais dit. Ce qui prouvait que ce que j'avais dit était vrai, ce qui prouvait que Macron avait pu faire toutes les promesses du monde, comme d'ailleurs tous les autres candidats. La seule chose qui compte, ce n'est pas les promesses que vous font les candidats, la seule chose qui compte, c'est de connaître les grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne et donc décidées au bout du compte par 27 États membres, 27 commissaires européens, dont 26 ne sont pas français. Regardez cet extrait pour vous montrer à quel point ce que je disais était exact. Que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC. Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la une. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté.
C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme? Rendez-vous tout à l'heure. Avec la baisse de l'assurance chômage. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 26 décembre et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les sanctions qui pourraient être alourdies contre les chômeurs jugés pas assez actifs dans la recherche d'emploi. Selon une note confidentielle, le barème serait durci. Il pourrait également avoir à remplir tous les mois un rapport d'activité sous peine d'être radié. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, 300 millions d'euros de crédits en moins pour les collectivités. La colère gronde chez les maires de France. Après la baisse surprise des dotations, un décret est passé en catimini. Malgré les engagements d'Emmanuel Macron, l'opposition dénonce un mauvais coup. Astrid Mesmorian sera en direct. C'est-à-dire que figurez-vous que la dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer en 2017 et bien davantage encore en 2018. Moi, je propose de revenir au contrôle des mouvements de capitaux. Ceci a été imposé à la France par les traités de l'Union européenne. Donc tout ceci mis bout à bout, c'est ce qui explique la désindustrialisation accélérée. Rappelez-vous que François Hollande et Montebourg s'est fait élire en disant on allait voir ce qu'on allait voir, ils allaient lutter contre les délocalisations. Mais on l'a vu, il ne s'est rien passé, on a vu un flot torrentiel de délocalisation. La colère des salariés français de Castorama, leur direction vient de confirmer la suppression de 436 postes. Elle leur demande surtout de former les Polonais qui vont être amenés à les remplacer. Ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Voilà. Alors ça, c'était en 2017. Mais il faut savoir qu'il y a eu comme c'est un rapport annuel, des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne en 2018, en 2019, en 2020. Je crois qu'il n'y en a pas eu en 2021 pour cause de pandémie. Et puis en 2022 et en 2023, ça vient de sortir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce rapport qui sort chaque année ne redit pas chaque année ce qui a été dit les années antérieures. Il considère que c'est acquis ou bien il y est fait mention. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure dans le cadre des retraites pour la France. Mais il apporte chaque année, souvent, une nouvelle couche d'exigences à la France, puisque c'est de la France qu'il s'agit, mais c'est vrai pour tous les autres pays de l'Union européenne. Alors, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer, même mes pires adversaires, à condition qu'ils soient honnêtes intellectuellement, bien entendu, même mes pires adversaires devraient reconnaître que ce que je dis est vrai, devraient reconnaître que l'on ne peut pas considérer ce rapport comme une bagatelle, puisqu'au bout du compte, il y a quand même cette sanction financière potentielle colossale. Et puis il y a aussi ce que l'on appelle à Bruxelles la pression des pairs P-A-I-R-S, c'est-à-dire des semblables. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne, si vous êtes le président de la République française, les conseils européens, il y en a 4 par an, donc il y en a un tous les trimestres. Et bien, tous les trimestres, les gens vont vous demander un peu où vous en êtes de vos réformes. Donc vous ne pouvez, psychologiquement, vous ne pouvez pas à chaque fois que vous vous déplacez, à chaque fois que vous rencontrez le chancelier d'Allemagne, le président du Conseil italien, le Premier ministre espagnol, le Premier ministre néerlandais, le président polonais, etc., vous ne pouvez pas à chaque fois dire que vous n'avez rien fait. Ou alors il faut, comme je le propose moi, dire écoutez, non, nous c'est terminé, nous on va s'en aller parce que ça n'est pas conforme à nos intérêts nationaux, c'est en train de foutre en l'air, pour dire les choses clairement, toute la société française, toute l'économie française, toute la sociologie française. Mais à partir du moment où vous avez des candidats qui sont élus au contraire avec des grandes professions de foi pro-européennes, ils sont obligés
de passer sous les fourches caudines de ces grandes orientations des politiques économiques. Alors, je l'ai dit, c'est sorti il y a 2 jours ou 3 jours, c'est sorti le 27 ou 28 mai, là, il y a de 2023, le nouveau rapport des grandes orientations des politiques économiques pour 2023-2024. Normalement, compte tenu de ce que je viens de dire, tous les journaux devraient en parler. Le journal de TF1 20h devrait entamer son journal de 20h pour expliquer ça, puisque c'est à cette sauce-là que les Français vont être mangés. Ça serait faire du bon journalisme. C'est même pas du journalisme d'investigation, ça serait faire de l'éducation populaire. Puisque normalement, dans une démocratie, puisqu'on a à la bouche que la démocratie suppose que les citoyens sont conscients de ce qui se passe. Ils supposent qu'ils ont donné leur consentement éclairé, comme on dit, à l'ensemble du processus. Il est fondamental que nos compatriotes connaissent comment ça marche. Parce que sinon, après, on va leur demander de voter pour des élections présidentielles, mais ils voteront en parfaite méconnaissance de cause, puisqu'ils ne savent pas qui, en définitive, va décider de tout ça. Il n'y a rien eu dans aucun des médias. Alors moi, j'ai publié un tweet. D'ailleurs, je suis le seul responsable politique français à avoir publié, pas un seul tweet, mais une série de tweets, un thread, comme on dit en français, un fil de discussion, et que vous trouverez sur Twitter et que je voudrais ici présenter devant les gens qui n'ont pas Twitter ou qui n'ont pas vu le tweet passer, parce que c'est tout à fait... Cette vidéo est vraiment très très importante, je crois. S'il y a vraiment une vidéo qu'il ne faut pas rater depuis un mois, c'est peut-être celle que je publie maintenant avec vous. Alors, le rapport 2023-2024, mais il comporte toute une série de contraintes nouvelles qui n'effacent pas les précédentes, qui n'ont pas toujours été encore appliquées parce que ça s'étale sur plusieurs années. Et les contraintes nouvelles, eh bien, on va les regarder ensemble. Alors, première contrainte, le rapport nous dit qu'il faut réduire les aides publiques aux ménages et aux entreprises pour atténuer l'inflation énergétique. Il faut éliminer progressivement les mesures qui ont été prises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, compte tenu de l'inflation qui est apparue dans les pays de l'Union européenne, en particulier de la zone euro, et en particulier sur les produits énergétiques, sur le fioul, sur l'essence notamment, eh bien, la plupart des gouvernements, à commencer par le gouvernement français, ont pris des mesures pour atténuer le prix de l'essence en subventionnant une partie de ces produits. Subventionnés avec de l'argent public, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables. Il faut bien voir qu'il n'y a pas de miracle. Donc si le prix de l'essence a été maintenu pas trop élevé, le prix du fioul, etc., même s'il y a une augmentation considérable des prix de l'électricité, s'il y a une tendance quand même à ne pas augmenter trop, c'est parce que le gouvernement a pris des mesures de subvention avec de l'argent public, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables, c'est-à-dire en fait avec de l'endettement qui seront payés par nos descendants. Donc c'est très grave. S'endetter pour financer des frais de fonctionnement, vous savez, n'importe quel financier vous dira que c'est très malsain d'un point de vue financier et économique. Pour votre patrimoine personnel, je vous invite, si vous avez des emprunts à faire, de ne le faire que pour des biens à long terme. Par exemple, pour acheter un appartement, pour acheter une maison, pour acheter un terrain, pour acheter quelque chose ou une œuvre d'art. Quelque chose qui ne vaudra toujours aussi cher, voire plus cher dans 20 ans, dans 30 ans. Ça, c'est un endettement. Là, j'ai pris pour un particulier, ça peut être aussi pour une entreprise, pour financer une ligne de production. Voilà, ça, c'est des choses productives. En revanche, vous ne devez pas vous endetter si c'est pour financer des frais de fonctionnement. Si c'est pour vous acheter, je sais pas quoi, des produits alimentaires, ça c'est très 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 mauvais, parce que vous allez consommer vos produits alimentaires ou même des produits semi-durables, comme je ne sais pas moi, un pantalon, une robe ou une paire de chaussures. Au bout d'un an, ça vaudra plus grand-chose, mais vous devrez payer. Donc si vous devez faire du crédit à la consommation, ce qui est très... Je sais bien que beaucoup sont quand même obligés de passer par là, mais il faut éviter le crédit à la consommation, surtout que c'est souvent très cher, et parce que vous financez avec de l'endettement. Vous vous endettez, il ne faut surtout pas s'endetter sur plusieurs années pour payer des frais de consommation sur 6 mois, parce que ça veut dire que progressivement, vous serez dépassé par votre endettement. Alors,
Le rapport donc la première demande qui est faite, c'est d'arrêter cette subvention. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que la Commission européenne n'explique pas comment gérer du point de vue social. C'est-à-dire que si le gouvernement arrête de subventionner les produits énergétiques et qu'ils continuent à monter ou qu'ils remontent parce qu'ils ont baissé, qu'ils remontent, la Commission européenne n'explique pas dans ce rapport des grandes orientations des politiques économiques comment le pays, le gouvernement va gérer la situation sociale. Dans ce rapport des grandes orientations des politiques économiques, par ailleurs, c'est une extraordinairement hypocrite et lâche parce qu'à aucun moment il n'est précisé que cette augmentation des prix de l'électricité découle directement de deux décisions délirantes des européistes. La première, c'est d'avoir assujetti le prix de l'électricité en France, qui est d'origine nucléaire, au prix des centrales à gaz allemandes, c'est-à-dire de faire dépendre le prix de l'électricité que nous allons vendre aux particuliers avec un mode de production qui n'est pas celui dont nous disposions. Donc c'est un premier scandale absolu. Enfin, ça fait belle lurette qu'un gouvernement digne de ce nom aurait dû envoyer balader ce prix européen de l'énergie. Ça, c'est le premier point. Je vous renvoie notamment à l'université d'automne que nous avions faite au mois de novembre, octobre-novembre dernier, et où plusieurs personnes avaient pris la parole, dont notamment Loïc Le Floch-Prigent, qui avait été intervenu de façon tout à fait judicieuse sur cette question. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les conséquences des sanctions qui ont été prises dans le cadre européen, notamment contre la Russie au sujet de l'invasion de l'Ukraine, et qui ont pour conséquence de nous couper des hydrocarbures russes et de nous forcer à acheter des hydrocarbures à des prix beaucoup, beaucoup plus chers, soit du gaz de schiste que les Américains nous vendent 6 ou 7 fois le prix de revient, soit d'acheter des hydrocarbures russes mais ayant transité par la Turquie ou par l'Inde, et avec donc des pays qui prennent une marge supplémentaire. Ajoutons à ça aussi la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2, à 99,9% de probabilité qui a été organisée, réalisée par les Américains et l'armée américaine, qui est un acte de guerre contre les pays européens de l'OTAN. En tout cas, la destruction de ces gazoducs a pour effet justement de renchérir les frais de l'énergie. Alors vous voyez bien que dans ce rapport des grandes orientations des politiques économiques, il n'en est pas question. On présente l'augmentation des prix de l'énergie comme si c'était une espèce de fatalité qui nous tombait dessus, sur laquelle nous n'avions eu nulle prise. Et il est surtout demandé au gouvernement de diminuer les subventions. Donc il faudra voir, mais normalement, dans les semaines qui viendront, on va nous expliquer qu'il faut réduire le soutien à ça, que ça coûte trop cher. Il y aura évidemment des gens qui passeront sur BFM TV, sur TF1, LCI pour expliquer que vraiment c'est beaucoup trop cher, ça creuse le déficit du budget de l'État. C'est vrai, mais personne ne vous expliquera que la meilleure façon de remédier à ça, ça serait d'arrêter les sanctions contre la Russie. Et personne ne vous dira qu'en fait, nous ne faisons qu'obéir aux grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. Le point numéro 2 de ce document, c'est mettre l'accent sur les énergies renouvelables, en particulier l'éolien, également solaire, géothermique et le biogaz, mais en particulier sur l'éolien. Donc, en fait, ces grandes orientations de politiques économiques, ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est deux choses. La première, c'est qu'elle parle du passage à l'éolien, elle accentue l'éolien, alors que c'est un secret de Polichinelle que la grande majorité des Français sont hostiles au saccage de notre patrimoine architectural, monumental, paysager, rural que nous avons en France. Il suffit pour les citadins qui ne sont pas beaucoup sortis du périphérique parisien ou bien qui ne sont pas sortis des quelques grandes métropoles comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, etc. Je leur suggère d'aller se balader dans les provinces et d'aller voir dans des départements complètement d'ores et déjà saccagés comme par exemple l'Aisne,
ou bien les Ardennes, donc dans le nord de la France, pour en prendre, mais aussi c'est un peu vrai dans le centre Bretagne, pas très loin de Rennes. Et puis c'est aussi vrai ici ou là, en Saône-et-Loire, enfin dans différents endroits de France, vous avez des endroits où vous avez des forêts d'éoliennes. Je rappelle que les éoliennes, les éoliennes les plus modernes, mesurent plus de 200 mètres de haut, c'est-à-dire les 2/3 de la Tour Eiffel. Je rappelle que c'est extraordinairement polluant. Il faut des terres rares que l'on achète en Chine. Il faut des dizaines et dizaines de tonnes pour mettre le socle et donc neutraliser à tout jamais un terrain agricole. Ces éoliennes brassent de l'air, ça fait un bruit, des vibrations qui sont intolérables pour le voisinage proche. Ça tue des centaines d'oiseaux, de rapaces, etc. Et en plus de tout ça, le bilan énergétique de cette affaire est extraordinairement mauvais, puisque je crois qu'il faut une centaine d'éoliennes qui représentent simplement, dans le meilleur des cas, 5% de la production de l'énergie nucléaire de la centrale de Fessenheim que Macron avait fait fermer. Voilà. Et au total, donc, on saccage les paysages et on a un bilan énergétique très mauvais pour quelque chose dont on ne saura pas se débarrasser, puisqu'ensuite, lorsqu'on veut se débarrasser d'une éolienne, on est obligé d'enterrer les pales dans les terrains qui sont au pied de l'éolienne en question. Donc ça, c'est le premier point. La Commission européenne se fiche absolument comme d'une guigne que les Français soient très majoritairement contre l'éolien. Ça nous est imposé. D'ailleurs, c'est ce que suit le gouvernement, puisque actuellement, il y a quasiment, je crois, 10 éoliennes de 200 mètres de haut qui sont installées en France tous les jours. Vous vous rendez compte l'enfer sur Terre qu'on est en train de nous préparer, hein. J'insiste là-dessus. Certains d'entre vous devraient, ceux qui doutent de ce que je dis, devraient aller voir ce qui se passe et comment on saccage des paysages entiers, sauf bien entendu à côté du Touquet, à côté de la maison de monsieur et madame Macron au bord de la mer, où là, le parc éolien qui était prévu en mer a été, comme par hasard, miraculeusement annulé. L'Élysée a fait savoir qu'il y était pour rien, bien sûr qu'il était pour rien. C'est vraiment se moquer du monde. Mais en même temps, comme dirait l'autre, dans ce rapport des grandes orientations des politiques économiques sur ces questions énergétiques, il n'y a pas un mot, regardez l'extrait que vous avez sous les yeux, il n'y a pas un mot du nucléaire. Alors que tous les experts savent que le nucléaire, pour l'instant du moins, est la solution. Même si je sais bien qu'il y a des déchets nucléaires, ça ne m'a pas échappé. Mais en tout cas, de toutes les énergies, c'est la plus efficace, c'est celle qui a le meilleur rendement et qui est la plus sûre et la meilleure marché. Donc en fait, que signifie cette absence ? Ça veut dire que c'est parfaitement idéologique, que c'est pas du tout fait par des techniciens, et ça veut dire surtout que la Commission européenne a donné satisfaction à l'Allemagne. L'Allemagne qui combat l'électricité nucléaire, qu'elle le combatte chez elle, grand bien lui fasse. Sauf qu'elle est en train de rouvrir des centrales à charbon extraordinairement polluantes, avec la bénédiction de ces faux culs que sont les Verts, les écolos allemands, qui trouvent tout à fait normal de remettre des centrales à lignite qui sont extraordinairement polluantes, beaucoup plus polluantes que le nucléaire. Mais ce qui est très exceptionnellement grave, c'est que, vous le savez, l'Allemagne, depuis des années, s'est fixé comme objectif de détruire la filière électronucléaire française, parce que c'était un truc qui était formidable, qui marchait très très bien, et qui donnait à la France un avantage compétitif en matière énergétique considérable, alors que le gouvernement allemand, malheureusement, ne pouvait pas faire pareil du fait d'une opposition importante de la population allemande, toujours assez sensible aux questions de nature. Ça remonte à loin, et notamment au romantisme du XIXe siècle. Les Allemands sont plus tournés peut-être vers la nature structurellement, culturellement, civilisationnellement que les Français. En attendant, eh bien, le rapport d'Egopé 2023-2024 ne fait totalement l'impasse sur le nucléaire. Point numéro 3 de ce Egopé, eh bien, il est question de poursuivre les réformes. Regardez ce passage que vous avez sous les yeux. Il est question donc de mener une stratégie budgétaire à moyen terme d'assainissement progressif et durable, combinée à des investissements et à des réformes propices à une croissance durable plus forte, etc. Alors,
Si vous lisez ça, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas averti, si vous êtes un particulier qui ne s'est pas beaucoup intéressé, vous lisez ça, ça vous paraît de bonne loi qu'on fait faire des réformes propices à une croissance durable, une croissance plus forte. Tout ça, c'est tout qui pourrait être contre, bien sûr. Sauf que c'est un texte totalement machiavélique. Il s'agit d'un texte de la langue de bois européiste, je le disais en préambule, et cette langue de bois, elle est codée. Quand on lit il faut poursuivre les réformes, ça veut dire derrière le détricotage de nos services publics, la démolition de nos entreprises publiques auxquelles les Français sont si attachés, la remise en cause de notre modèle social, la remise en cause de notre droit du travail. Tout ça est résumé ici sous ce mot codé. Pourquoi ? D'abord parce que ça a été déjà dit dans les GOPÉ antérieurs. Ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans que ça dure. Donc à chaque fois, c'est comme un salami. On ne peut pas démolir tout le droit du travail en une seule bouchée. Il faut le faire chaque année. Et donc chaque année, il va falloir que le gouvernement français, tel les bourgeois de Calais à la corde au cou, aille à la Commission européenne et aille expliquer, cette fois-ci, on a remis en cause, par exemple, la couverture sociale de telle ou telle catégorie de la population. Là, on remet en cause, par exemple, l'attribution du RSA d'une façon très particulière. Là, on demande... Voilà, ça, c'est typiquement le genre de réforme qu'il va falloir, dans votre dos, que nos dirigeants aillent expliquer à Bruxelles en disant, s'il vous plaît, donnez-nous votre accord pour ça, on fera mieux l'année prochaine. Et chaque année, on recommence. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire très exactement. Donc il ne faut pas passer trop vite sur ce passage qui est un message codé. Le point numéro 4, c'est à peu près pareil. Le point numéro 4 dit que la Commission a publié le rapport par pays 2023 pour la France le 24 mai 2023, etc., etc. Elle a évalué les progrès accomplis par la France dans les suites données aux recommandations des pays pertinentes adoptées par le Conseil entre 2019 et 2022 et a dressé le bilan de la mise en œuvre par la France de son plan pour la reprise et la résilience sur la base de cette analyse, etc., etc. Donc, ça veut dire très exactement qu'il faut répondre aux exigences formulées dans les documents 2019 et de 2019 à 2022. Il les cite. Il les cite sans entrer dans le détail. Et pourquoi ? Parce que si vous allez notamment sur le rapport des GOPÉ de 2019, vous verrez qu'il est question de la réforme des retraites. Et donc là, c'est un mot codé, ça signifie pour les spécialistes, pour les hauts fonctionnaires, qui vont devoir ensuite se justifier, ils passeront devant la Commission européenne qui dira « Bon alors, en 2019, c'était les retraites, donc qu'est-ce que vous avez fait sur les retraites en 2023 et en 2024 ?» Mais comme c'est vicieux, c'est extrêmement vicieux et perfide, hypocrite, on ne mentionne pas le mot retraite, parce que c'est évidemment explosif. La Commission européenne sait très bien ce qui se passe en France. Il y a d'ailleurs des fonctionnaires français à la Commission européenne, et qui sont les premiers à dire « il ne faut surtout pas parler du mot retraite, c'est un chiffon rouge ». Pourquoi c'est un chiffon rouge ? Parce que si les Français découvraient ce que j'explique depuis 16 ans et qui est caché, c'est pour ça qu'on ne me laisse pas parler dans les radios et les télévisions, si les Français, dans leur grande majorité, découvraient qu'en fait, nous sommes dirigés par une bande de gens qui ne sont ni français, ni élus par quiconque, qui sont des gens qui nous imposent une idéologie à la demande d'une oligarchie de milliardaires, les Français commenceraient à ruer dans les brancards. Il est donc très très important de faire croire aux Français qu'ils sont dirigés par les gens qu'ils élisent. Vous avez vu, par exemple, M. Thierry Breton, qui a dit récemment que, contrairement à ce que l'on entendait, c'était absolument faux que la Commission européenne n'avait jamais demandé de réforme des retraites et que l'Europe n'était pas à l'origine de les réformes des retraites. Depuis des semaines, le climat social en France est tendu à cause de la réforme des retraites. Est-ce que le chef de l'État français fait cette réforme pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à l'Europe ? Alors, je l'ai déjà dit et je le redis sans aucun détour, absolument pas. L'Europe ne demande rien. Et je le redis parce qu'effectivement, on entend ici ou là que c'est l'Europe qui demande de faire la réforme des retraites ici ou là. Si c'était le cas,
on n'aurait pas une disparité des départs d'âge à la retraite en Europe. C'est à la main des États de décider ce qu'ils veulent faire. C'est un mensonge éhonté. Monsieur Thierry Breton est un menteur. Mais il est très important qu'il mente pour essayer de faire croire que l'Europe n'y serait pour rien. Il est d'ailleurs assez piquant, soit dit en passant, que c'est le même Thierry Breton qui ment aussi effrontément et qui part en guerre contre Twitter en disant que ce sont des fake news et qu'il va falloir fermer Twitter. Heureusement que Twitter est là pour permettre à des personnes comme moi de faire connaître leurs analyses. Alors bien sûr, il y a des quantités de choses sur Twitter. Il y a des gens qui me disent qu'il y a des fake news sur Twitter et sur les grands médias. Lorsque les grands médias donnent la parole à M. Thierry Breton, qui a le culot de dire que la construction européenne, que l'Union européenne ne serait pour rien dans la réforme des retraites, et qu'il ne peut le dire sans aucune contradiction, et en plus de ça au journal de 20 heures, eh ben c'est encore pas assez. Il faudrait empêcher Asselineau, la toute petite possibilité qu'il a de faire connaître la vérité, c'est Twitter, il faudrait l'empêcher aussi de s'exprimer sur Twitter. Il s'agit en fait d'un fascisme totalitaire qui s'est imposé, qui veut s'imposer sur la France pour en fait détruire notre pays au profit d'une oligarchie de milliardaires. J'ai d'ailleurs noté aujourd'hui même que Madame Ségolène Royal elle-même est intervenue à la radio et à la télé pour dire que c'est bien l'Europe qui demandait la réforme des retraites. Dans le petit Landerneau, tout le monde le sait. Et vu la réforme des retraites a été imposée par l'Europe ? Bien sûr, puisqu'il s'agit de lutter contre les déficits. Nous n'avons pas de la défense publique. Souveraineté, d'indépendance sur ce sujet pour décider de notre politique. Vous avez été au gouvernement, vous en avez vu passer des réformes. Mais justement, c'était un signal. Donc vous aussi, vous vous êtes fait imposer par Bruxelles des réformes. Bien sûr, et parfois à tort, bien évidemment. Moi, je vous explique, si vous avez des gens autour de vous qui vous disent « mais non, c'est du complotisme ». Non, c'est pas du complotisme. Complotisme, encore un mot qui a été inventé pour empêcher tout débat et pour empêcher les gens de se renseigner. Avec ma vidéo, elle est longue, elle est un petit peu complexe, mais elle est très précise. Vous pourrez dire autour de vous que, eh bien voilà, tu ne me crois pas, regarde la vidéo d'Asselineau et puis les gens comprendront peut-être ce qui se passe. Le point numéro 5 que l'on peut trouver dans ces gopés, c'est qu'il est question de l'Ukraine. Il y est question au détour d'une phrase, vous l'avez là, je vous le présente, cet extrait. Il est mentionné « Alors que l'UE se tient résolument aux côtés de l'Ukraine, sa politique économique et sociale est axée sur l'atténuation des effets négatifs des chocs énergétiques à court terme. » Alors, c'est très très important. Parce que ça veut dire que, contrairement à son intitulé, le rapport sur les grandes orientations des politiques économiques, ce document ne se limite pas à la simple politique économique. Il est précisé qu'il y a un soutien résolu à l'Ukraine. Donc, même si la formulation est présentée plus comme un constat que comme une obligation, quand on met alors que l'Union européenne se tient résolument derrière l'Ukraine, ça veut dire que les États membres de l'Union européenne sont invités, en tout cas la France est invitée à faire comme les autres, ce que d'ailleurs elle fait. Donc on voit que ce rapport des grandes orientations des politiques économiques n'est pas seulement économique, il est également militaire, géopolitique, diplomatique, un alignement complet sur les intérêts américains. Et je rappelle que ce rapport nous tombe comme ça, pondu par des fonctionnaires non élus et qui sont très majoritairement non français. Je rappelle que le peuple français, à aucun moment, n'a été interrogé pour savoir ce qu'il voulait faire en Ukraine et vis-à-vis de la Russie, puisque M. Macron s'est assis sur l'article 38 de la Constitution qui pose le principe qu'il doit y avoir un débat avec un vote du Parlement qui autorise le gouvernement à poursuivre une présence militaire à l'étranger 4 mois après le début des opérations, ce qui est largement le cas. Donc on voit ici quelque chose qui est tout à fait dramatique, c'est que ce rapport des Gopé va au-delà de la politique économique, il s'occupe également de la géopolitique, il profite donc il mentionne, là pour le coup, tout à l'heure je disais qu'il ne le mentionnait pas, là il le mentionne, il mentionne l'impact de la guerre en Ukraine, il mentionne l'impact de la guerre en Ukraine, il ne mentionne pas l'impact des sanctions
prises par l'Union européenne. Il mentionne l'impact de la guerre en Ukraine sur les questions notamment énergétiques, mais à aucun moment, je l'ai dit tout à l'heure, il ne précise que cet impact n'existe que parce que l'Union européenne nous l'a imposé, et derrière elle les États-Unis, et à aucun moment il n'est question de l'explosion des gazoducs Nord Stream, je le disais tout à l'heure. Enfin, le point numéro 6. Le point numéro 6, il rappelle que les grandes orientations des politiques économiques doivent être appliquées par les dirigeants français, puisque ce document s'applique tout spécialement à la France, et il invoque cette fois-ci quelque chose qui va au-delà de ce que je disais en préambule de cette vidéo. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait, si on ne respectait pas les grandes orientations des politiques, si un gouvernement ne les mettait pas en œuvre, eh bien, il serait obligé les autres pays pourraient faire une mise en garde, un avertissement aux pays concernés. Et puis, je vous ai expliqué qu'avec le phénomène dit de six-pack, éventuellement, on pouvait avoir une amende qui, aujourd'hui, irait de 2,8 milliards à 14 milliards d'euros si on ne respectait pas dans l'année, chaque année, les orientations des politiques économiques. Mais là, il évoque un autre sujet pour nous forcer à mettre en œuvre ces grandes orientations des politiques économiques. Donc cette fois-ci, il touche un troisième argument monétaire, comme le deuxième d'ailleurs. Il précise que si le gouvernement français n'appliquait pas les grandes orientations des politiques économiques qui sont édictées, c'est-à-dire continuer à faire la réforme des retraites, continuer la démolition des services publics, du droit du travail, mettre des éoliennes absolument partout, baisser les subventions sur les prix de l'énergie, etc. Voilà, si le gouvernement français, dans les mois qui viennent, ne fait pas ça, eh bien à ce moment-là, il ne pourra pas avoir de versement de ce fameux plan de relance européen qui s'appelle le FRR, l'abréviation française, qui est la facilité. Facilité, c'est un mot, c'est un anglicisme en fait. C'est facility, ça veut dire une ligne de crédit. Cette facilité pour la reprise et la résilience, et qui est censée redresser l'Union européenne après l'épisode du Covid. Je rappelle que cette FRR est de l'ordre de 750 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne. Et je rappelle que c'est une énorme arnaque, puisque, certes, c'est fondé sur un endettement de la Commission européenne qui s'est endettée pour le compte des États membres, mais qui s'est endettée au prorata des contributions de chaque État membre au budget européen, des versements. Et donc, d'un côté, il y a les versements, et d'autre côté, il y a les plans qui sont prévus pour relancer l'opération. Et vous le savez, la France devrait recevoir, à condition de respecter ses GOPÉ, nous devrions recevoir 39 à 40 milliards d'euros. Alors le gouvernement français en fait des tonnes. Macron, Madame Borne, Monsieur Le Maire, entre deux romans porno, ils nous disent c'est extraordinaire, on va toucher 40 milliards d'euros, c'est en fait 39. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est ce que ça va nous coûter. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète ici. La France participe à l'endettement, puisque c'est elle qui est fait à l'intérieur de la Commission européenne, pour environ 78 milliards d'euros. Ça veut donc dire que nous nous faisons plumer d'une quarantaine de milliards d'euros dans l'affaire. Voilà. Pour faire croire que l'Europe marche bien. Je rappelle que ça fait depuis le mois de janvier, depuis le 19 janvier, c'est-à-dire depuis plus de 5 mois maintenant que la France est dans un chaos politique, qui est un pays ingouvernable, parce que le gouvernement français veut imposer une réforme des retraites, parce qu'il faudrait économiser à peu près 10 milliards d'euros par an. En revanche, le fait que Macron ait délibérément accepté ce mécanisme qui va nous coûter aux générations futures 40 milliards d'euros pour n'en toucher qu'à peu près la même chose, 39 milliards. Donc on s'endette de 79 et on reçoit 39. Voilà. Et non seulement on se fait piquer 40 milliards, mais en plus, comme je viens de vous l'expliquer, c'est d'ailleurs le schéma de fonctionnement de toutes les subventions européennes, en plus de ça, on nous impose un changement de politique, on nous impose de respecter les GOPÉ. Alors il est temps de conclure. Je sais que tout ça est assez compliqué. Bon, enfin j'essaie de le rendre le plus simple possible.
J'espère que vous en conviendrez. J'essaie de rendre attractif, compréhensible par le plus grand nombre ces sujets qui sont compliqués mais qui sont d'une extrême importance. Mais en conclusion, je voudrais vraiment m'adresser à toutes les personnes qui me regardent et qu'elles réfléchissent en leur âme et conscience. Imaginez que Mme Le Pen ait été élue en 2022 à la place de Macron, ou que ce soit M. Mélenchon. Ou bien imaginez qu'en 2027, le cirque va recommencer, Mme Le Pen va se représenter, alors Mélenchon, ça sera peut-être Ruffin, je ne sais pas, oui, puis on va les médias, je ferai une vidéo là-dessus bientôt, les médias sont en train de commencer à nous préparer à essayer d'avoir comme prochain président M. Édouard Philippe, qui est un clone empire de Macron. Et donc imaginez que toutes ces personnes soient à l'Élysée, ou M. Zemmour d'ailleurs, c'est pareil. Le point commun de Mme Le Pen, de M. Zemmour, de M. Bardella, de M. Mélenchon, de M. Ruffin, de M. Olivier Faure, de Mme Tandonnet pour EELV, c'est le point commun aussi de M. Ciotti, de M. Bellamy, de M. Marlex, de M. Retailleau, de M. David Lisnard, tous ces gens dont on parle régulièrement, qui pourraient être de M. Wauquiez, qui pourraient être candidats à l'élection présidentielle, ils ont tous un même point commun. Ils refusent de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça veut dire quoi dans le cas d'espèce ? Ça veut dire que s'ils étaient élus à l'Élysée, ils auraient le rapport des GOPÉ. Là, c'est 2023-2024, mais il y aura un rapport des grandes orientations des politiques économiques pour 2027-2028. Et quelles que soient les promesses qu'ils auront pu faire pendant la campagne, ils seront obligés, je dis bien obligés, pour les raisons que j'ai expliquées, l'affaire du six-pack, l'affaire de l'avertissement, les amendes, l'accès même à des versements en retour de tout ce que l'on donne, ils seront obligés non seulement d'appliquer les réformes demandées par la Commission européenne pour 2027 et 2028, mais toutes les réformes antérieures. C'est-à-dire que les programmes qu'ils vous proposent, c'est une chimère, c'est un conte de fées, c'est complètement déconnecté de la réalité. Et je me permets d'ajouter à cela, j'ai fait une vidéo que vous avez peut-être vue, je vous invite à aller la voir, sur la réunion du G7 qui s'est tenue à Hiroshima. Et à l'issue de cette réunion du G7, il y a eu un communiqué qui fixe également tout ce que doit être la politique diplomatique militaire de la France, et sa politique économique aussi, mais notamment vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du Moyen-Orient, vis-à-vis de la Turquie, de l'Iran, de l'Inde, enfin bref, le communiqué du G7 verrouille complètement toute notre marge de manœuvre en matière diplomatique et militaire, de la même façon que le rapport des grandes orientations des politiques économiques de l'Union européenne verrouille toute notre politique économique, industrielle, monétaire. Donc il faut bien comprendre que Mme Le Pen, M. Bardella, M. Wauquiez, M. Ciotti, M. Retailleau, M. Marlex, mais aussi M. Mélenchon, M. Ruffin, mais aussi Bernard Cazeneuve, qui a été de façon fugitive le dernier Premier ministre de François Hollande pendant un mois, à la fin du quinquennat Hollande en 2017, mais aussi M. Olivier Faure du Parti socialiste, M. Benoît Hamon, qui a été candidat, M. Raphaël Glucksmann, un ultra-atlantiste. Enfin bref. Même d'ailleurs M. Poutou, même M. Lassalle, même Mme Arthaud refusent, comme les autres, de sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Donc, quelles que soient ces personnes, si elles sont élues à l'Élysée, si l'élection présidentielle a lieu en 2027, elles seront obligées
de signer un document, un communiqué du G7, et elles seront obligées d'appliquer les grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. Voilà. Donc méditez ça, c'est vraiment... Il n'y a pas plus important que ce que je vous dis là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'élection présidentielle en France, c'est également vrai d'ailleurs des élections en Italie, on le voit avec Madame Meloni, en Grèce, au Portugal, en Allemagne, etc. En fait, ces élections ne servent plus à rien, pas tout à fait à rien. Elles servent à faire croire au peuple, en particulier au peuple français, qu'ils ont encore le choix. Mais en fait, ils n'ont plus le choix. Je l'ai déjà dit, et je le répète, l'élection présidentielle en France, c'est comme si on demandait à des gens qui montent à bord d'un avion à Paris de choisir leur commandant de bord. Alors on leur présente un commandant de bord qui est chevronné, qui est âgé, mais qui connaît un certain nombre de choses, qui a déjà eu des responsabilités. On leur présente une commandante de bord, une femme, donc il y a des gens, ah, ça serait bien pour la première fois d'avoir une femme commandante de bord, ça changerait. Après ça, on leur présente quelqu'un de très jeune qui a 38 ans, en leur disant c'est formidable d'être un commandant de bord d'un gigantesque Airbus A340 à 38 ans. Il y en a même qui envisagent d'avoir un commandant de bord de 27 ans. C'est fantastique, etc. Même s'il n'a aucune heure de vol, on s'en fiche. L'important, c'est qu'il soit jeune, il est dynamique. Et à aucun moment on explique aux passagers que l'avion dans lequel ils sont, il est à Paris, mais la destination, c'est Washington. J'ai bien dit Washington, j'ai pas dit un autre. Voilà. On leur a pas expliqué. Donc les gens, ils pensent que les commandants de bord qui se présentent à eux ont chacun une destination. Ils pensent que tel commandant de bord leur propose en fait de les emmener aux Antilles sur une plage. Un autre leur propose d'aller, je ne sais pas, au Kenya et en Tanzanie pour faire un safari photo. D'autres leur proposent d'aller au Japon pour découvrir la culture japonaise. D'autres encore leur présentent un trekking au Pérou. Donc voilà, ça c'est ce que croient les Français avec leur commandant de bord. Mais non, la destination elle est cachée. On sait déjà ce que c'est. C'est Washington via Berlin, pour être très précis, avec une escale à Berlin. Et on leur demande simplement de choisir un commandant de bord et pas le plan de vol. Voilà, j'espère que cette métaphore vous fera réfléchir. Si vous êtes fermé à tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, si vous pensez que tout ceci, oui mais... Non, il n'y a pas de oui mais. Il n'y a pas de oui mais. Les Grecs, quand ils ont élu Tsipras d'ultra-gauche, ils avaient dit oui mais. Lorsque les Autrichiens ont élu Sebastian Kurz d'extrême droite, ils pensaient que ça allait changer. Lorsque les Italiens ont élu Salvini, il y a quelques années, ils pensaient que ça allait changer. Lorsque les Italiens, il y a quelques mois, ont envoyé à la présidence du Conseil italien Madame Meloni, ils croyaient que ça allait changer. Mais non. L'Autrichien, l'Italien, le Grec, l'Italienne sont assujettis à leurs grandes orientations des politiques économiques et sont aussi assujettis aux décisions du G7, même pour les petits pays comme l'Autriche et la Grèce, puisque l'Union européenne est représentée en tant que telle à ces sommets du G7. Voilà. Donc tout ceci pour dire que si vous voulez vraiment changer les choses, et il faut changer, parce que la France est en train d'être détruite, c'est d'ailleurs l'objectif des gens qui ont organisé tout ce système, eh bien il faut absolument que vous compreniez tout ce que je viens de vous dire, que vous y réfléchissiez, que vous le fassiez, vous visionnez au maximum de personnes d'entre vous, parce que bien entendu, jamais ceci ne vous sera présenté à la radio et à la télévision, puisque ce système sert justement les oligarques qui ont acheté les médias, justement pour le cacher aux Français. Donc si vous êtes convaincus par tout ce que je viens de vous dire, qui est la pure vérité, la seule conclusion à laquelle vous devez parvenir, sauf à ce que vous laissiez tomber et que vous dites « bon, la France est finie, c'est un pays qui va mourir et je m'en lave les mains », si vous voulez être au niveau des 40 générations qui nous ont précédés, si vous voulez vous regarder dans une glace en pensant à vos parents, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, il y a tous ces gens qui ont fait la France, certains d'entre vous, dans leur famille,
ont des membres de leur famille qui sont morts pour la France, qui ont subi des drames épouvantables pour défendre la liberté de la France. Alors si vous êtes comme moi et si vous voulez garder cette œuvre d'art qu'est la République française, eh bien il n'y a qu'une seule conséquence à dire. Vous devez balayer tous ces faux opposants qu'on vous propose et vous devez vous concentrer sur la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN et donc la sortie des GOPÉ et la sortie du G7 pour renouer avec le reste du monde. Dans mon programme, j'avais proposé notamment que la France demande un poste d'observateur au sein des BRICS. Voilà, la France redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, la France gaulienne, libre, indépendante, souveraine et libre de tout bloc, et non pas vassalisée et colonisée par les États-Unis d'Amérique via la Commission européenne et l'Union européenne. Vive la République et vive la France.